Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Don Marcelo Herrera était un homme que l'on ne pouvait ignorer, même dans le silence. Sa présence remplissait une pièce avant qu'il n'y entre. Sa parole faisait plier les conseils d'administration, et son regard seul avait déjà brisé des volontés. Il était l'un de ces hommes forgés dans le feu d'une ambition impitoyable, qui n'avait jamais appris à courber l'échine même devant la mort. Propriétaire d'industries minières en Colombie, d'hôtels de luxe à Cancun, de centres commerciaux à Santiago, et d'une ligne de jets privés opérant entre les capitales du continent, il incarnait la réussite latino-américaine dans sa forme la plus éclatante et la plus crainte. Pour certains, c'était un bâtisseur. Pour d'autres, un prédateur. Mais tous s'accordaient sur une chose, dont Marcelo ne connaissait pas l'échec. Depuis son manoir dressé sur les hauteurs embrumées de San Miguel de las Lomas, il contemplait chaque matin l'horizon comme un empire à surveiller. Le manoir lui-même, un chef-d'œuvre d'architecture coloniale mêlé de marbre italien et de bois indigène, semblait trop petit pour contenir l'ego de son maître. L'odeur du cuir, du bois ciré, des fleurs coupées et des contrats fraîchement imprimés flottaient dans l'air comme un parfum de domination. Mais dans cette forteresse dorée, une brèche restait béante. Une unique douleur échappait à son contrôle. Camila, sa fille. Camila Herrera avait 9 ans, mais ses yeux parlaient comme ceux d'une vieille âme. 2 ans plus tôt, lors d'une fête familiale, elle était tombée d'un pur sang noir offert par un dignitaire argentin. Elle riait alors aux éclats, insouciante, libre et quelques secondes plus tard, elle gisait au sol, muette, immobile. Depuis, elle ne marchait plus. Le diagnostic fut une sentence sans appel. La moelle épinière était sectionnée en plusieurs points. Les plus grands neurologues de Bogota, Lima, Barcelone, et même de Zurich, furent convoqués comme des généraux en guerre. Don Marcelo leur offrit des fortunes pour des réponses différentes. Il signa des chèques sans lire les montants, il menaça, il supplia, il pria même seul, dans la chapelle de la finca. Rien. Camila restait figée dans ce fauteuil silencieux, comme une petite reine exilée de son propre royaume. Elle qui jadis courait pieds nus entre les citronniers et s'inventait des mondes dans le patio, était devenue une enfant silencieuse, regardant par la fenêtre comme si le monde était désormais une terre lointaine. Parfois, elle pleurait sans bruit, refusant qu'on l'approche. Le rire de Camila, ce chant d'oiseau que Marcelo entendait autrefois jusque dans ses bureaux, s'était éteint. Et lui, Marcelo, l'homme invincible, le conquérant du béton et des métaux rares, se retrouvait chaque soir, seul dans sa bibliothèque, à relire les carnets de santé de sa fille comme si, à force de les fixer, une faille apparaîtrait. Mais le miracle ne venait pas. Jusqu'à ce matin-là. Un matin d'automne, doux et feutré, enveloppé d'une brume pâle qui dansait autour des jardins. Camila avait demandé à voir les hibiscus rouges. C'était la première fois depuis des mois qu'elle exprimait un désir, si ténu soit-il. Don Marcelo avait personnellement descendu le fauteuil dans l'allée, refusant l'aide des domestiques. Ses pas étaient lourds, non par l'effort, mais par la crainte d'un nouvel échec. En bas de la longue route privée, là où l'asphalte rencontrait encore les pierres, un homme était assis. Un vieil homme, plutôt, à la peau cuivrée comme les terres des Andes, le visage buriné de rides profondes, vêtu d'un poncho râpé dont les motifs semblaient défier le temps. Il portait un chapeau large et délavé, et dans ses mains brunes reposait un tambour de cuir, petit, usé, qu'il tenait comme un cœur fragile. Mais ce qui frappa Don Marcelo, ce furent ses yeux. Verts. Surnaturellement verts. Clairs comme la pierre de jade. Lumineux sans lumière. Paisible sans faiblesse. Il se leva lentement, avec une lenteur maîtrisée, presque cérémonielle, comme s'il s'était préparé toute sa vie pour ce moment. Et alors qu'il n'était plus qu'à quelques mètres, il parla. « Monsieur, je peux faire marcher à nouveau votre fille. » Sa voix était calme, mais elle portait avec elle quelque chose d'ancien, de profond. Camila ouvrit grand les yeux. Don Marcelo, Louis, se figea. Son premier réflexe fut la colère. Son regard devint tranchant comme une machette. « Tu es fou ? Tu veux profiter de ma douleur pour mendier davantage ?» Mais alors qu'il s'apprêtait à le repousser, une main douce saisit son poignet. « Camila. »« Papa, laisse-le parler. » Le vieillard s'inclina légèrement et déclina son nom dans un murmure. « One me apelle abuelo Tadeo. »« Je viens des montagnes du sud, au-delà des brumes de Huamanga. Mon peuple n'existe sur aucune carte.
Notre savoir ne se lit dans aucun livre. Il vient des Abuela Sabia, des curandros, des plantes qui chantent la nuit et des tambours qui parlent au vent. Marcelo le fixait, partagé entre la dérision et une terreur qu'il ne comprenait pas. Car au fond de lui, quelque chose avait bougé. Une faille. Un frisson. Ce que je peux faire, ni la médecine, ni la richesse ne le peuvent, continua Taddeo. Mais cela demande foi, sacrifice et humilité. 3 mots que Don Marcelo avait toujours méprisés. Et pourtant, là, il lui coupait le souffle. Il proposa de l'or, des terres, des avions privés. Il ouvrit le coffre de sa puissance comme un roi lançant ses joyaux à un prophète. Taddeo secoua la tête. Je ne veux rien de tout cela. Je veux seulement que vous acceptiez ce que vous ne pouvez contrôler. Et si vous voulez que votre fille marche, il faudra l'emmener là où les routes s'effacent. Un silence s'est abattit. Même les oiseaux semblèrent se taire. Et Camilla, dans un souffle. Papa, j'ai confiance. Don Marcelo la regarda longtemps. Puis il hocha la tête. 3 jours plus tard, ils partirent. Le voyage fut rude, brutal, presque initiatique. Ils quittèrent le confort de San Miguel de las Lomas pour entrer dans un autre monde, celui où le bitume disparaît, où les cartes perdent leur sens, où seuls les anciens savent encore lire les signes du vent et du silence. Les jours s'enchaînèrent entre des crêtes vertigineuses et des forêts épaisses où l'air semblait chargé de mémoire. Les nuits étaient froides, presque hostiles, mais les étoiles y dansaient plus près qu'ailleurs, comme si elles les observaient. Don Marcelo, jadis maître des salons dorés, dut abandonner ses gants de cuir et ses manières d'homme puissant. Il porta Camilla sur son dos lorsque le terrain devenait trop accidenté, sentant son souffle chaud dans son cou, entendant les battements calmes de son cœur endormi. Il marcha pieds nus sur des sentiers de pierre, les plantes éraflant sa peau, la boue engloutissant ses pas. Le sol mordait, la pluie fouettait, les moustiques dévoraient. Mais il ne se plaignait pas. Pas cette fois. Taddeo, lui, avançait comme s'il connaissait chaque rocher, chaque souffle d'air. Silencieux, sauf lorsqu'il battait doucement son petit tambour de cuir, un rythme grave, presque ancestral. Pour éloigner les esprits errants, disait-il. Mais Don Marcelo sentait qu'il appelait autre chose. Quelque chose d'oublié. Le 3e soir, alors que le crépuscule drapait la forêt d'un voile mauve, ils arrivèrent devant un lac noir aux reflets métalliques, encerclé de feuillages trop grands, trop anciens. Au bord de l'eau, une structure en pierre, rongée par le temps, se dessinait, un ancien temple, oublié de tous sauf du vent et des racines. Taddeo traça un cercle au sol autour de Camilla avec des cendres grises et des feuilles de coca séchées. Il murmura en quechua, sa voix rauque montant puis retombant comme une prière chuchotée par la terre elle-même. Eleer changea. Même les grenouilles se turent. Ce n'est pas ton corps que nous devons guérir, Camilla, dit-il en s'accroupissant devant elle, ses yeux verts scintillant comme des pierres précieuses à la lueur du feu, mais ton lien au monde. Ton père a voulu tout contrôler. Il a vécu dans la peur de perdre. Cette peur, tu l'as portée. Ce soir, nous allons la rendre à la terre. La cérémonie débuta. Taddeo invoqua les ancêtres, les montagnes, les fleuves. Il frotta de la terre humide sur les jambes de Camilla, plaça des cristaux sur sa poitrine, fit brûler des plantes odorantes qui remplissaient l'air d'un parfum entre l'encens et la sève. Camilla pleura. Ses larmes ne venaient pas de la douleur, mais d'un trop-plein. De ce qu'elle avait gardé en silence depuis 2 ans. Don Marcelo, de son côté, s'agenouilla. Lui, l'homme qui avait racheté des gouvernements et dicté ses volontés à des présidents, s'agenouilla sans arrogance. Pour la première fois de sa vie, il pria. Pas pour obtenir. Pas pour marchander. Il pria sans condition. Il demanda pardon, à sa fille pour ne pas l'avoir écoutée, à la vie pour avoir cru la dominer, à la terre pour l'avoir piétinée. Il pleura aussi. De cette façon silencieuse et profonde, où chaque larme semble laver l'âme. Quand le soleil se leva, filtrant à travers les feuilles épaisses et projetant des faisceaux dorés, Taddeo s'approcha de Camilla. Il posa une main sur son cœur, une autre sur le sol. Puis, il murmura simplement. « Essaie !» Camilla ferma les yeux. Son visage était apaisé, comme libéré. Elle posa ses mains au sol, prit appui. Don Marcelo retenait son souffle. Elle se redressa lentement, tremblante, incertaine. Elle vacilla. Puis fit un pas. Un seul. Mais un pas entier.
Le silence se fit. Don Marcelo tomba à genoux, incapable de parler. Les larmes, cette fois, coulaient librement, lavant ce qu'il croyait être sa grandeur. Il vit alors, dans ce pas fragile, tout ce qu'il n'avait jamais su construire, la foi, l'amour vrai, l'abandon. Camila souriait. Et le monde, pour la première fois, sembla à sa juste place. Quand Don Marcelo voulut remercier Taddeo, lorsque ses mains tremblaient encore d'émotion, qu'il chercha du regard ce vieil homme qui avait bouleversé leur destin, il ne le trouva nulle part. L'endroit où il s'était tenu la veille était vide. Aucun pas sur la terre humide, aucun bruit dans la forêt. Seul restait son petit tambour de cuir, posé au bord du lac, encore tiède comme s'il venait d'être déposé. Il semblait attendre quelqu'un, ou peut-être rien du tout. Don Marcelo le ramassa doucement, avec une révérence qu'il n'aurait jadis accordée qu'à une relique d'or. Il leva les yeux vers les arbres. Un vent léger passait dans les feuillages, comme un murmure de gratitude. Ils reprirent la route, mais plus rien n'était pareil. Camila marchait. Lentement, prudemment, avec un bâton sculpté que Taddeo avait laissé près du cercle de cendres. Mais elle marchait. Libre. Chaque pas était un monde reconquis. Chaque mouvement, une déclaration d'indépendance. Et dans son sourire revenait cette lumière qu'aucun médecin n'avait su raviver. Ce n'était pas une guérison que la science aurait pu expliquer. C'était une renaissance. De retour à San Miguel de las Lomas, le manoir semblait trop grand, trop froid. Les jardins étaient toujours aussi soignés, mais Don Marcelo les regardait autrement. Comme un homme qui revient d'un autre monde et comprend enfin la valeur du silence et de la terre. Les médias s'emparèrent rapidement de l'histoire. Les gros titres parlaient d'un « miracle au cœur des Andes », de guérison inexpliquée, d'un industriel mystérieusement transformé. Les journalistes campèrent devant les grilles de la propriété. Des caméras tentaient de capturer Camila marchant dans les allées. Mais Don Marcelo refusa toute interview. Lui qui avait tant aimé briller dans les colonnes économiques et les couvertures de magazines se mura dans le silence. Il savait que les mots seraient vains. Ce qu'ils avaient vécu ne se racontait pas. Cela se respectait. Il prit une décision qui stupéfia les milieux d'affaires. Il vendit plusieurs de ses participations industrielles. Avec cet argent, il fit construire, dans les montagnes, une école en bois et en pierre, simple mais solide, ouverte à tous les enfants des vallées reculées. À côté, il fit bâtir une clinique gratuite, dédiée aux médecines ancestrales et à l'écoute humaine. Sur la façade, un nom discret, gravé en quechua et en espagnol, Fundación Taddeo. Il ne chercha jamais à expliquer qui était Taddeo. Il disait simplement. Certains hommes marchent sur terre sans laisser de traces visibles, mais leur passage transforme les âmes. Camila grandit avec cette mémoire gravée dans le cœur. Inspirée par ce voyage, par la douleur, par l'amour sans condition qu'elle avait senti renaître en son père, elle choisit la médecine. Pas celle des grandes cliniques, mais celle qui touche, qui écoute, qui relie. Elle étudia à Lima, puis à Cusco, puis revint exercer dans les montagnes, là où le silence avait guéri ses jambes bien avant que la science le comprenne. Des années plus tard, devenue adulte, médecin respectée et douce, elle ressentit l'appel du passé. Un matin d'été, elle reprit le chemin du lac Noir. Le paysage semblait inchangé. Le temple effondré dormait toujours au bord de l'eau. L'air y avait une odeur d'éternité. Elle s'assit là où Taddeo avait tracé le cercle de cendres. Et puis, comme autrefois, un bruissement se fit entendre. Un vieillard s'approcha, courbé mais alerte, le regard traversé d'une lumière étrange. Il portait un poncho usé, un chapeau trop grand pour lui. Son visage, elle le reconnut. Mais il ne semblait pas avoir vieilli. Ou plutôt, le temps ne semblait pas s'appliquer à lui. Elle se leva, les mains légèrement tremblantes. « C'était vous, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Le vieil homme la fixa avec une tendresse insondable. Il sourit. « Tu as marché parce que tu étais prête. Moi, je ne suis qu'une voix dans le vent. Un souvenir que certains appellent. » Il posa une main sur son épaule. « N'oublie jamais. Ce qui est vrai ne s'explique pas toujours. » Il se vit, et parfois, il guérit. Puis, comme des années auparavant, il disparut. Peut-être derrière un arbre, ou dans un souffle. Elle ne sut jamais. Il n'y eut pas de bruit. Juste le vent dans les arbres. Le même vent qui avait guidé leurs pas autrefois.
Camilla resta là un long moment, les yeux fermés, le cœur ouvert. Elle n'avait plus besoin de comprendre. Elle savait.